Et alors quand j'ai des questions aussi sur les licences, alors est-ce que c'est encore d'actualité ça ou est-ce que c'est... Parce que c'est vrai qu'on en parlait beaucoup fut un temps, maintenant ça a l'air d'être un peu passé. Chacun a trouvé son modèle, non? Important. C'est-à-dire qu'on a toujours deux problèmes. On a eu un problème depuis 2005 jusqu'à maintenant, c'est le support. Qui supporte? Alors là aujourd'hui, effectivement, il faut rassurer les gens. Il faut rassurer ton public, Karen, qui va te regarder. Mais il faut les rassurer pour leur dire effectivement, peut y avoir encore des problèmes de support, un tel éditeur ou autre, et je ne vais pas citer de nom pour froisser personne, mais qui ne supporte pas encore dans tel environnement virtualisé ou tel autre, comme par hasard. Je supporte dans mon environnement de virtualisation, mais pas dans l'environnement de mon copain. On ne sait pas qui c'est. Et on ne citera pas de nom, mais voilà. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de problème de compatibilité. On revient à la même question de la compatibilité, de savoir est-ce qu'on peut virtualiser toutes les applications? Oui, d'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça génère des problèmes réellement aujourd'hui d'exploitation? Non. Effectivement, on n'a pas plus de problèmes sur une base Oracle qu'une base SQL, qu'un Exchange, qu'un Notes, etc. Toutes les applications. Je pense qu'effectivement, je rejoins effectivement cette opinion. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau du support des applications dans les environnements virtuels, comme on l'a dit, effectivement, il y a encore des choses qui ne sont pas officiellement supportées. Mais si vous regardez bien, et nous on le voit vis-à-vis de nos clients, tout le monde s'accorde à dire, du moins tous les éditeurs et constructeurs s'accordent à dire qu'ils font les best effort, comme ils disent en anglais. Et en fait, ils dépannent quand même les clients. Donc, et ça, les clients le voient. C'est quelque chose de quotidien pour eux. Aujourd'hui, il est assez rare, du moins nos clients ne nous ont pas relaté ce genre de choses, d'avoir à remettre un environnement virtuel sur un environnement physique pour pouvoir avoir un support. Ça n'existe plus. Ça a existé. Vous l'avez eu peut-être. Mais par contre, on prévoit toujours, c'est-à-dire sur des projets assez importants qui dépassent la centaine de VM, de serveurs physiques qu'on a transformés en serveurs virtuels, on va garder une plateforme, une des anciennes plateformes physiques, et puis il y a des outils de V2P qui permettent de faire virtuel vers physique, qui vont nous permettre de dire, en cas de problème réel d'un support qui va vous dire de toute façon, prouvez-moi, envoyez-moi les logs que vous êtes sur une machine physique pour que je vous réponde, parce que je m'appelle Oracle. Par exemple, c'est toujours lui, de toute façon c'est toujours sur lui que ça retombe. Prouvez-moi que voilà, on est capable de reprendre cet environnement virtuel et de le remettre sur le physique, de reproduire l'incident et sans arrêter de la production, etc. Donc on a toujours une procédure que ça de retour arrière qui nous permet de retester, de revalider. Et aujourd'hui, ça n'a pas d'impact dans un budget de virtualisation d'une centaine de serveurs et ça sécurise tout le monde. On a déjà eu le cas, c'est plus de la politique dans ce cas-là. Exactement. C'est vraiment pas du technique. C'est vraiment histoire de faire pas de blanche au niveau de certains éditeurs. C'est pour la dire voilà, on a testé, mais c'est vraiment un problème politique. Clairement, techniquement parlant, il n'y a aucun souci. C'est pour la prise en charge. Vous prendriez les mêmes logs en marquant les entêtes physiques au lieu de virtuelles, ils vous les prendraient directement. Il faut jouer le jeu de la prise en charge. Par contre, la deuxième question, c'était de dire est-ce qu'il y a un impact au niveau des prix de licence? Puisque là, on est par corps. Après, on part sur les coûts. Est-ce que ça change sur les projets? Est-ce qu'on en est encore là à prouver que ça peut coûter cher ou pas Effectivement, en ce moment, il y a une campagne de Microsoft qui explique que 80% des clients qui ont virtualisé ne sont pas en règle. C'est une réalité. Effectivement. Et ils ne spécifient pas une solution ou une autre. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils devaient payer des licences. Et on a une problématique qui vient de plus en plus fort avec le VDI. Là, ça devient même hallucinant. Enfin, je pense qu'on aura le débat sûrement plus tard, mais il est clair que le jeu de certains éditeurs qu'on vient de citer n'est pas clair. Je prends l'exemple de Microsoft avec la VECD, maintenant qui s'appelle la VDA. Enfin, déjà, dès que ça devient trop clair, ils n'arrivent pas à comprendre, alors comment ils veulent que le client le comprenne. Enfin, déjà, on sait très bien qu'ils bloquent le marché avec ça. C'est un jeu politique, encore une fois, et stratégique, parce qu'ils savent très bien que leur solution n'étant pas mature, ils veulent bloquer le marché. Mais en plus, franchement, personne n'y comprend rien. On est obligé de prendre des documentations complexes chez Microsoft qui changent l'année suivante, expliquer ça aux clients qui, du coup, se disent « mais attendez, qu'est-ce qu'il faut que j'achète chez Microsoft? Est-ce qu'il faut que je fasse un upgrade de licence? On arrive à des systèmes il y a des métiers qui se créent pour comprendre. Alors il y a des métiers, effectivement, il y a toujours le métier de revendre de licences Microsoft. Et bien là, c'est encore mieux, parce que vraiment plus personne n'y comprend rien. Mais effectivement, je crois que le débat des licences, c'est une vraie problématique de nos clients également. Est-ce que c'est un frein au moins déjà? Pas forcément. Non, c'est pas un frein, mais effectivement, tout le monde se pose la question. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde bien, avec la virtualisation, on a une prolifération des machines virtuelles. Et ça, même le client ne le maîtrise pas, parce que c'est tellement simple de faire du clone, des templates, etc. En plus, on les déploie sur plein de serveurs différents, on les déploie sur des sites différents, parce qu'on peut donc avoir des sites de disaster recovery, etc. Donc même les clients eux-mêmes n'ont plus la maîtrise du nombre de machines virtuelles qu'ils vont déposer, donc encore moins de l'operating system et encore moins des licences. Donc c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut que, bon, c'est pas un message, mais je pense que les éditeurs devraient peut-être réfléchir, bon, certains l'ont fait, mais pas tous, à des licences SIG, par exemple, ou ce genre de choses, où effectivement, dans ce cas-là, on n'aurait plus cette problématique de gérer les licences, parce que
La virtualisation, c'est de s'affranchir de l'infrastructure qui est sous-jacente. Et puis d'un autre côté, on vous dit, bah non, mais on va rester quand même à un mode licence qui était un mode historique sur les serveurs. Donc je pense qu'il y a effectivement une approche à peaufiner en fait dans cette partie-là et homogénéiser, quoi. Je crois qu'il y a eu quand même une grosse évolution malgré tout. On sait très bien qu'il y a 2-3 ans, personne ne supportait personne. Aujourd'hui, malgré tout, tout le monde nous répond. Tout le monde nous répond sur les supports. Deuxièmement, sur les licences, tout le monde laisse aller. Quand je dis tout le monde laisse aller, c'est à une base Oracle, ce que je disais, et à contrario de ce que je disais de Microsoft, même eux, même si aujourd'hui ils font le constat que 80% des clients ne sont pas tout à fait à jour, ils savent très bien qu'il y a un problème de communication de leur part et de la part de tout le milieu informatique. Deuxièmement, maintenant, effectivement, les licences, on a 2 problèmes liés aux licences. Vous parliez de la prolifération des VM, et là on arrive à une deuxième tâche, c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup massifié la virtualisation dans leur data center ont besoin aujourd'hui de faire du provisioning, mais du déprovisioning de plateformes, parce que là où ils voulaient faire une économie, parce qu'ils avaient 50 serveurs qu'ils ont virtualisés, ils se retrouvent demain avec 100 serveurs, et donc plus, tout compte fait, de ressources physiques nécessaires pour faire tourner 100 serveurs que 50 sur chacun de leurs serveurs. Donc là, on est un peu dans le truc qui se mord la queue, c'est-à-dire que tout de suite, effectivement, quand on parle de massification de la virtualisation, il faut tout de suite qu'on travaille sur les outils de management, de gestion, d'assessment, mais de patch management, par exemple, les phases de patch, mais de provisioning et de déprovisioning de ces plateformes. Et là-dessus, je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait aussi sur les environnements, ils sont souvent très mal connus. C'est des produits additionnels, mais qu'il faut connaître parce que ceux-là sont réellement très productifs et vont nous aider en plus à automatiser un certain nombre de tâches. On peut automatiser, désautomatiser, entre guillemets, c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, le provisioning et le déprovisioning, ne serait-ce qu'avec un site recovery manager dans le cas d'un plan de reprise d'activité que l'on fait, mais on a besoin de provisionner, par exemple, de la pré-prod sur le site de secours, qui ne sert à rien, et puis de la déprovisionner. Et ces tâches d'automatisation, elles ont 2 impacts. Un sur l'OPEX, c'est-à-dire que sur les coûts d'exploitation, on n'a plus besoin de le faire, ça se fait tout seul et on peut anticiper ce provisioning. Et 2, justement, sur le fait de contenir le nombre de VM qu'il y aura et les problématiques de licence qu'il y a à ça. Alors je crois que sur l'aspect licence aussi, il faut voir une chose, c'est que avec cette espèce de phénomène de massification qu'on a eu, les outils de gestion n'étaient pas forcément adaptés aussi quelque part. C'est-à-dire qu'on avait des GBD, on essayait de suivre, on avait ce système de qualification pré-prod, prod, où c'était bien cadré, un projet arrivait, on avait 1 mois pour mettre en place le hardware, 1 mois pour mettre en place les systèmes, c'était très cadré. À partir du moment où il y a eu cette massification, ça allait beaucoup plus vite. Un projet arrivait, hop, crée-moi 60 machines virtuelles. 3 mois après, ça passe en pré-prod, on les enlève, etc. Et les systèmes internes de gestion de licensing, ils ne suivent pas. Clairement, ils n'étaient pas du tout adaptés à ça. Ils étaient là sur un système très cadré. Et là, on n'est plus du tout dans le même système. Donc forcément, il y a une espèce de différentiel. On va devoir justement maintenant travailler sur comment on va faire pour suivre cette évolution de massification avec tout le système d'inventaire, tout le système de licence, etc. etc. Donc ça ne va pas être simple non plus.